introduis-moi, ou bien si tu veux commencer, allons-y. Voilà, c'est Mohamed. Aujourd'hui, c'est une émission qui est un peu spéciale. C'est l'association des oulémas qui a quand même un grand passé. Et j'ai vu que tu as fait beaucoup de recherches pendant toute cette semaine. Ben là, je te donne la possibilité de commencer l'émission. Merci. Et Alors, de cette association des oulémas, les fondateurs de cette association, dans quelles conditions elle a été créée. Voilà, donc, tfadal, si Mohamed, vous avez la parole. tout d'abord, encore une fois, merci à Radio Le Rorba de nous permettre de faire ces émissions qui nous éclairent un petit peu sur, justement, pour éviter, comme tu dis si bien, les oubliés de l'histoire, et puis aussi prendre des émissions dans le fait de l'actualité. Et encore une fois, l'émission que nous allons faire aujourd'hui va nous ramener à l'actualité. Et je voudrais juste dire un petit mot encore une fois, remercier tous nos auditeurs. J'ai reçu beaucoup de messages et je tiens à faire une petite excuse, mais alors là, c'est personnel. De temps en temps, oui, j'ai des imperfections et je m'en excuse dans les dates, etc. Les dates sont bien, mais parfois, dans l'expression de ces dates, je fais quelques petites erreurs. Bon, on m'a repris bien gentiment. Et encore une fois, je vous remercie de votre indulgence et continuez à me reprendre. Si parfois il y a des choses qui ne sont pas très claires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes aussi, je tiens à signaler que nous sommes, c'est le 8 février et je voulais avoir une petite pensée pour le 8 février, pour les gens qui ont été tués dans le métro de Charonne, peut-être après, Nordine, si tu veux dire un mot aussi, c'est juste pour la mémoire de ces gens qui étaient des Français qui sont morts dans le métro Charonne pour défendre justement le combat des Algériens pour acquérir leur indépendance. Alors, pour revenir à la mission d'aujourd'hui, oui, bien sûr, c'est les ulémas musulmans. Les ulémas musulmans, on en parle encore aujourd'hui. Alors, c'est reprendre un peu le cours de l'histoire, l'association des ulémas musulmans algériens. C'était des engagements individuels avec une prudence collective dans une période coloniale et c'est un rapport au mouvement politique. Alors, dans une société où le repère national reste la lutte d'indépendance, chacun se doit d'y avoir participé et de pouvoir le prouver. Les accusations, malheureusement, il y en a bien sûr, les accusations portant sur le caractère mensonger de certains témoignages à propos des engagements des uns ou des autres dans la lutte sont encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, monnaie courante dans la presse algérienne sur les activités éducatives et religieuses de la période coloniale, puis le positionnement de cette association des ulémas algériens dans la guerre d'indépendance. Bien sûr, il y a le cadre légaliste de l'action des ulémas sous la présidence d'Ibn Badis, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, mais ça n'empêche que l'association, qu'elle soit étroitement surveillée, non seulement par les mouvances algériennes de l'époque luttant pour, en tout cas prônant la lutte de l'indépendance, mais aussi par l'administration française qui soupçonne cette association d'uléma d'un nationalisme anti-français dont je suis sûr on va revenir dans le cours de cette prestation. Bon, évidemment, cette ambiguïté de la relation aux colonisateurs entre dénonciation et action identitaire d'une part et reconnaissance de l'autorité française et négociation d'autre part est caractéristique de l'association des ulémas musulmans algériens. L'acronyme c'est AOMA, dont je vais souvent me référer à ça, et de ses rapports aux autres mouvements politiques en Algérie colonisés sous la présidence d'El Brahimi. Donc là, je viens de le nom, Ibn Badis, El Brahimi, ce sont les piliers de cette association des ulémas algériens. Bien sûr, la présidence du Cheikh El Brahimi, après la mort d'Ibn Badis, est marquée par l'activité politique de l'association dans le cadre des Amis du Manifeste de la Liberté, AMM, bien sûr, vous avez tous entendu parler de ça, notamment là, on va parler aussi de Ferhat Abbès, mais El Brahimi et l'association des ulémas musulmans algériens se battent particulièrement pour la séparation du culte de l'État, et ça, on parle déjà de ça en 1944, qui représente pour eux les possibilités de reprendre en main sur les affaires musulmanes en Algérie. La rencontre, bien évidemment, qui va y avoir lieu entre ces différents mouvements au sein de l'AML, c'est-à-dire les Amis du Manifeste de la Liberté, celui de Ferhat Abbès, comme je disais, celui de Messali Haj, parce qu'on va aussi en parler,
et celui des ulama. Et tout ça, ça va donner une union. Et bien sûr, il va y avoir cette, comment dirais-je, les issues violentes des manifestations de mai 1945, Guelma, Kherata, etc., qui va toutefois refroidir toutes les ardeurs et les marques de retour vers l'association elle-même et sa structuration. Et évidemment, quand il s'agit d'une histoire de la résistance, de la guerre, personne ne pourra être étonné que cette histoire, elle est chargée, bien évidemment, de passion. Alors aujourd'hui, l'émission que nous allons essayer d'animer avec toi, Nordine, c'est contre l'oubli, mais c'est surtout d'aller sur les sentiers d'ailleurs pour débattre de l'histoire, notre histoire, sans condescendance, ni passion. En tout cas, on va essayer d'être dépassionné. Et c'est aujourd'hui une émission que l'on va proposer à tous nos auditeurs et je te laisse la parole à Nordine. C'est vrai que le Jamaïat Ulama, c'est le travail qu'elle a fait, elle a fait un travail colossal. Il ne faut pas oublier que le travail qui a été fait par cette grande association, ça a été fait pendant l'Algérie colonisée. Il faut que les gens comprennent qu'il y avait même une interdiction de l'apprentissage de la langue arabe. Voilà, c'est que les gens ils oublient. Il y a autre chose aussi. C'est Cheikh Abdelhamid Mbadis, rahimahullah, il était beaucoup plus journaliste et en même temps alim. Il a créé le journal Shihab, il a créé pas mal de journaux, et ça lui permettait quand même d'avoir une possibilité de répondre aux détracteurs, de répondre à tout. À la création de Jamaïat Ulama, il me semble en 1929, il a essayé de rassembler toutes les tendances, même les tendances maraboutiques, le Maratin, le Zoui et tout ça. Et lui qui était contre ça. Mais quand même, il les a rassemblés pour essayer d'avoir une unité de tous ces ulama. Et c'est vrai que le Cheikh Bachir Brahim, Cheikh Bachir Brahim, il a joué un rôle très important. C'est pour que les gens sachent que Cheikh Bachir Brahimi, en 1952, il était professeur dans des universités arabes, par exemple en Syrie, en Jordanie. C'était un bon lettré, c'était pas. Voilà, donc il avait cette possibilité de. Mais le problème qui s'est posé, c'est au Congrès musulman de 1936. Et c'est là où ça a commencé. On a voulu dire, voilà, ils veulent l'assimilation, ils veulent l'endimage, comme ils disent, ils veulent être. Le Cheikh Mbadis, il a répondu dans une grande lettre en disant, en s'adressant à la France, que nous ne sommes pas des ennemis de la France. Nous pouvons être français. Mais voilà, il faut que les gens sachent que nous n'avons pas la même langue. Nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas les mêmes mœurs. Nous n'avons rien en commun. Mais nous serons fidèles à l'amitié. Nous serons fidèles à la parole qu'on donne. Et après, les gens, ils sont engouffrés. L'indimage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est la lettre dont je viens d'en parler. Elle y est dans le livre de Mahfoud Qaddash, l'histoire du nationalisme algérien de 1919 jusqu'à 1951. Elle y est une grande lettre, vraiment, c'est fait avec Cheikh Mbadis, c'est un bonhomme lettré, c'est un bonhomme qui avait la possibilité. Et il essayait d'arranger entre les uns et les autres. Les gens qui connaissent Constantine, Jama' Sidi al-Khadr, où il venait donner des cours, c'est une petite riole à Constantine. Et la mosquée, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Normalement, on devrait faire un lieu de pèlerinage pour les gens, pour qu'ils puissent se recueillir et de voir cette petite mosquée qui existe jusqu'à aujourd'hui. Voilà, Cheikh Mbadi, c'est pour ça que c'est une grande personnalité. Allah yarhamou. Il est mort très jeune. À sa mort, et c'est lui, pour ne pas oublier, c'est lui qui a fait venir Missali Haj pour assister au congrès. Tous les participants, ils étaient un peu contre. Mais lui, et c'est là où la fameuse phrase de Missali Haj, quand il a pris par exemple de la terre, et en disant cette terre n'est pas à vendre. Elle a ses héritiers, elle a ses enfants, elle a. Voilà, c'est toute une histoire, Cheikh Mbadi, rahimahullah. Cheikh Mbadi, c'est. Ici, l'Algérie, elle a pu se maintenir et se défendre vis-à-vis des autres. C'est grave. C'était un bonhomme courtois, c'était un bonhomme. Et je conseille aussi à beaucoup de nos compatriotes
d'acheter un livre de Malk Ben Nabi qui parle beaucoup de Cheikh Ben Badis. Parce qu'il parle de Cheikh Ben Badis, parce que Malk Ben Nabi, il était dans la Médersa, et le bureau de Cheikh Ben Badis et la Médersa, c'était juste à 50-60 mètres entre les uns et les autres. Le Cheikh Ben Badis, il avait un bureau dans une rue qui s'appelait, pour les Constantinois qui connaissent, c'est Karbaïn Sherif. C'est la définition, c'est la rue des rabbins shérifs. Des rabbins shérifs. Et Malk Ben Nabi, quand il est venu de Tbessa, parce que pour que les gens comprennent, la famille de Malk Ben Nabi, je crois en 1850 ou en 1860, je n'ai pas la date exacte, une partie de cette famille, ils ont immigré vers Tbessa, et l'autre moitié, elle est restée à Constantine. Et lui, il est né à Constantine en 1905. Et Malk Ben Nabi, il voyait Cheikh chaque matin recevoir du monde, et ainsi de suite. Donc, Cheikh Ben Badis, c'est bon, au début de la révolution algérienne, il commençait à y avoir entre les uns et les autres. Avant le déclenchement du 1er novembre 1954, la plupart des responsables algériens, que ce soit des ulama ou des centralistes, comme Khadda, comme Laoul Hussein, comme Mezghanna, ils étaient tous en Égypte. Et lorsqu'ils ont venu demander comme quoi qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui va se dérouler, Cheikh Bachir el-Brahimi, il a émis des réserves. Et quand il a émis des réserves en disant comme quoi, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être. Et les gens, ils ont profité de cette occasion en disant voilà, de quoi. Je vous laisse terminer un petit peu. À titre d'introduction, je pense que tu as fait toujours avec beaucoup d'éloquence de parler des deux premiers piliers, c'est-à-dire Ibn Badis et Ibrahimi. Moi, je vais continuer un petit peu sur ce que tu viens de dire sur Ibn Badis, mais avec un côté que l'on oublie souvent. C'est vrai que Ibn Badis, c'est un... Oh, pardon. C'est vrai que Ben Badis, c'est un érudit pluridisciplinaire, c'est un exégète, c'est un traditionnaliste, un jurisconsulte, mais ce n'est pas un théologien comme les autres. Il est éclairé, c'est un visionnaire et influent. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, et ça, je répète un petit peu ce que disent les historiens, mais en tout cas, j'insiste sur cette partie que beaucoup de gens veulent ignorer, je sais que tu vas y revenir par la suite. Ibn Badis, c'était l'un des pères du nationalisme algérien et surtout celui qui a semé la graine de la révolution contre le système colonial français. Je sais qu'on va y revenir plus tard. En effet, son rôle dans la prise de conscience, et je répète encore une fois, son rôle dans la prise de conscience par le peuple algérien de son identité. C'est très très important de parler de cette identité. De son identité a été décisif dans le chemin qui mènera l'Algérie vers l'indépendance en 1962. C'est lui qui a initié le courant réformiste en Algérie en appelant à la nécessité de s'appuyer sur les vrais piliers, à savoir la religion musulmane avec le Saint-Coran et l'application de la Sunna, bien sûr. Mais aussi, il y a ajouté la liberté, il y a ajouté le savoir, il y a ajouté la science. Par ailleurs, ce réformateur éclairé, je parle non seulement de la religion, comme je viens de dire, c'est le pilier de la société algérienne de l'époque, son identité qu'il voulait préserver et remettre en exergue, parce que bon, on essaie de la détruire, mais il prônait avec la modération, en y associant, il fallait partir de liberté, le savoir et la science. Et ça, c'est très important. Il y a la fraternité, il y a la solidarité et surtout, oui, c'est quelqu'un qui va semer la graine de la révolution contre le système colonial français, mais comment? Avec le refus de la violence. Je vais peut-être insister un petit peu sur cette colonisation. Nombreux sont ceux qui ont lutté contre la colonisation. Il n'y a pas de doute de cela. Mais la plupart d'entre eux ont axé leur lutte dans des champs politiques, dans des champs syndicaux et bien sûr militaires. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il y a un champ qui doit être ouvert et qui a été souvent négligé. C'est comme je disais, c'est la décolonisation culturelle, la recherche de l'identité en algérienne. C'est là où je dis que c'est un des pères du nationalisme algérien. Il a ajouté cet élément très important qui est celui culturel, ce qu'il appelle lui la décolonisation culturelle. Oui, Ibn Badis, il faut le noter, c'était
un lutteur, comment dirais-je, un leader de cette lutte dans le contexte algérien identitaire. On va essayer, et je suis sûr que tu vas aussi en parler, c'est de présenter les aspects les plus importants de la vie de ces personnages qui étaient Ibn Badis, tout en montrant l'efficacité de son approche de se cultiver pour se libérer. Moi, j'ai tendance à dire qu'il va répéter des mots qui avaient été dits avant lui par de grands philosophes musulmans. Il n'y a pas de grande nation sans de nation éduquée, qui a été aussi repris par Saint-Louis d'ailleurs. Donc là, il y a, comment dirais-je, c'est cette culture, la crise culturelle algérienne qui avait eu égard à cette colonisation. Au début du 19e siècle, l'Algérie était parmi les États, et je vais insister sur ça, au début du 19e siècle, l'Algérie était parmi les États les plus civilisés de l'Empire ottoman. Le taux d'alphabétisation était plus haut que celui de la France. L'alphabétisation en Algérie, c'est-à-dire que 90% des Algériens, à l'arrivée des Français, étaient éduqués, contre à peine 40% d'éduqués chez le nouveau colonisateur. Quand je dis 40%, c'est au niveau des officiers, parce que si on descend au niveau des soldats, comme ça, qui venaient d'Alsace, etc., de toutes ces régions les plus déshéritées de France, il était pratiquement à 70% d'illettrés. Ils n'étaient pas à l'alphabétisation. C'est là où on dit, lorsque la France a mis les pieds en Algérie, et de la plus grande difficulté devant laquelle les militaires se trouvaient, c'était dans un pays où ces Algériens étaient conscients de cette France qui venait pour la coloniser. Et comme ils étaient éduqués, bien évidemment, l'éducation Taham, c'était la liberté, c'était de disposer d'eux-mêmes, ils vont lutter. Et c'est pour cela que la France, sachant cela, elle va s'attaquer en premier lieu aux écoles coraniques et aux centres éducatifs. De nombreux d'entre eux vont être fermés, je pense, des madrasas, mais non seulement cela, plusieurs de leurs mosquées vont devenir des églises, vont devenir des écoles francophones. Et je sais que tu vas pouvoir en parler mieux que moi. En conséquence, le taux d'alphabétisme qu'avaient trouvé les Français chez la population algérienne, il va rapidement chuter à cause de cette attaque qui a été faite contre les centres culturels algériens, ces madrasas algériennes, etc. Et c'est là où je pense que Ibn Badis va parler de cette naissance et de cette éducation pour lutter contre le colonialisme. Oui, Ibn Badis, comme tu disais, il est né à Constantine en 1889. Il a reçu un enseignement traditionnel et a éprouvé depuis son enfance une passion pour le savoir. Vous savez, il faut savoir qu'à l'âge de 19 ans, il était à Tunis pour poursuivre ses études dans la fameuse institution d'éducation religieuse, mais aussi de savoir, c'était Zaytouna. Et là, il va y faire ses études et de retour en Algérie, il va commencer à donner des cours à la mosquée de Constantine, mais bien sûr, il y a des obstacles qui vont l'empêcher de continuer. En effet, et bien ce que je veux dire encore une fois là, et c'est les historiens, je me réfère aux historiens, les responsables du culte de la ville de Constantine étaient jaloux et lui mettaient les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, eux, garder uniquement pour eux et pour les nantis ce savoir. Et lui, il a dit non, moi je viens ici pour donner l'éducation à tous les Algériens. Et c'est pour là, c'est très important de savoir que c'est lui qui va prendre ce bâton de pèlerin pour remettre ces écoles coraniques dans les villes notamment. Bon, il va commencer par Constantine, puis après ça va être sur toute l'Algérie avec ses élèves qui vont devenir eux-mêmes des enseignants. Et là, je pense qu'il faut en parler. Bon, bien sûr, en 1917, il va aller à la Mecque pour faire son pèlerinage et il décide de ne pas revenir chez lui car l'acquisition et la diffusion du savoir est beaucoup plus aisée à la Mecque qu'en Algérie parce qu'il était toujours à la recherche du savoir. Mais 4 ans plus tard, il va décider de revenir chez lui afin de contribuer à la libération de son pays, étant donné qu'il savait quelle était la situation qu'il était en train de se faire avec ses colonialistes et ses colons qui venaient. Alors, justement, c'est là où il va rencontrer El-Béchir el-Rahimi, et les deux hommes
se sont mis d'accord sur une stratégie de la libération de l'Algérie par l'éducation. Et c'est là où je dis que non seulement Ibn Badis, il va donner naissance à ces écoles, mais aussi ça va être un grand éducateur. De retour en Algérie, Ibn Badis, il va se consacrer à la diffusion du savoir. Il a donné des cours, il va faire non seulement de religion, mais aussi des sciences, de la littérature, de l'histoire, de la géographie et des autres disciplines autres que les disciplines religieuses. Et cette action pédagogique, elle ciblait aussi bien la jeunesse, et quand je dis la jeunesse, il ne faisait pas de différenciation, comme il est dit dans le Coran, parce que lui, il citait souvent le Coran, il ne faut pas qu'il y ait de différence dans l'éducation entre ni les garçons, ni les filles. Et c'est très important de noter ça. Et son but était au départ de former, comme je disais, un corps d'enseignants qui lui-même va l'aider à prendre le bâton du pèlerin et à diffuser le savoir dans toute l'Algérie. Et ce corps enseignant, ça va passer à la deuxième étape de sa stratégie, la création des écoles. Et c'est pour ça qu'en 1926, la première école primaire arabophone en Algérie, je dis bien depuis que les Français avaient détruit toutes ces madrasas qui, comme tu l'as dit en introduction, interdisaient même l'enseignement de l'arabe. Alors il va faire cette première école en 1926, c'est la première école primaire arabophone en Algérie. En 1930, il va créer, bien sûr, et c'est là où je vais te passer le flambeau, il créa l'association de l'éducation et de l'enseignement islamique qui avait pour but de diffuser des connaissances, mais surtout l'éthique islamique dans la société algérienne pour retrouver l'identité à l'algérienne. Et ça, c'est très important. Et j'insiste sur ça. Alors, comme tu disais, aussi, je vais te reprendre, Ibn Badis, c'était un journaliste aussi. Tu l'as dit toi-même, ils ont créé, enfin, Ibn Badis, il a créé le premier journal en 1925, et là, je te reprends, un journal qui était intitulé Il Mutahid. Bon, là, vous excuserez mon arabe, et qui avait pour but de montrer les aspects négatifs, et je répète encore une fois, les aspects négatifs de la société algérienne, et qui avait des moyens d'y remédier lorsqu'il disait les aspects négatifs de la société algérienne, non seulement de la colonisation, mais aussi de l'éloignement de la société algérienne pour mille et une raisons de leur identité. Et ça, c'est très important. Et il s'est attaqué en tant que journaliste dans beaucoup d'articles, notamment sur le maraboutisme qu'il considérait en contradiction, tu en as parlé, contradiction avec les valeurs musulmanes authentiques. Et ça, je pense qu'il n'a pas hésité dans certains de ses articles dans ce journal de critiquer la politique colonialiste française et d'appeler les Algériens à s'unifier contre la colonisation. Et c'est pour ça que ce journal créé, il va être censuré en 1926. Donc il va créer un autre journal qui s'appelle El Chireb, et dans ce journal, Ibn Badis a évité de parler de politique parce que, bien sûr, il avait une expérience avec le premier journal, mais il mettait en avant les idées réformistes afin de libérer les Algériens des idées mortes qu'ils ont reçues par les colons et de rectifier leur sillon vers la véritable foi. À travers son journal, il a entrepris une vigoureuse défense de la langue arabe et de la liberté du culte. Je dis bien de la liberté du culte. C'est là où on parle de Ibn Badis, le réformateur religieux. Ibn Badis, il a subi l'influence du mouvement salafi réformiste musulman, prenant le retour à un islam purifié de toutes les déformations qui l'ont dénaturé. Et ce mouvement a trouvé son inspiration dans la poésie, bien sûr. On en a déjà parlé de Jamel Din l'Afghani, de Mohamed Abdou et de Mohamed Aqbal. Alors là, c'est là où je dis, et je répète encore une fois, il a appelé au retour aux sources de l'islam tout en évitant le traditionnalisme. Ceci sans rompre avec les réalités et les défis de son époque qui étaient de, encore une fois, s'unifier autour des piliers de l'Algérie et autour de l'identité algérienne. Et cette influence, elle va se concrétiser par la réforme et la pratique religieuse en Algérie en combattant tout d'abord les pratiques obscurantistes d'un certain nombre de confréries et qui étaient, soit dit au passage, très proches du colon, enfin du gouvernement, du gouvernement français algérien, c'est-à-dire comment dit-on, du gouvernement, le colonialisme, bon, le terme m'échappe. Mais comme c'était un grand orateur, et de plus par l'action de son journal, il a quand même réussi à
je vais pas dire s'imposer, mais à partager son esprit d'ouverture, et surtout avec une chose, malgré, ça tu vas peut-être en parler mieux que moi encore une fois, Nordine et Ben Badis, il faut pas oublier qu'il vient d'une lignée berbère, mais qui remonte aux Zirides. Donc on est en train de parler là du 10e et 11e siècle. Il vient d'une très très grande famille et qui ont même participé à les combats qui se sont passés en Andalousie. Mais enfin, encore une fois, il a des idées réformatrices et ils vont commencer à se propager rapidement dans les milieux populaires parce qu'il était très 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 propre, très 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 proche du peuple. Il n'a jamais, bien que c'était un nanti, sa famille c'était des nantis, même son père, je pense, qui était un officiel de la représentation par les autorités françaises, et c'est bien pour cela qu'il va s'en séparer petit à petit. Il va même, je ne vais pas dire renier sa famille, il n'a jamais fait ça, mais s'en séparer parce qu'il ne voulait pas faire partie de ceux qui acceptaient à ce que l'Algérie était en train de perdre son identité pour plaire au gouvernement du colonisateur de l'époque, dont son propre père et aussi son frère qui était aussi un éminent avocat. Donc Ibn Badis, encore une fois, il se sépare, il est près du peuple. Et pourquoi? Parce qu'il veut la libération d'Algérie, pas seulement pour plaire aux nantis, mais pour tous les Algériens. Il va œuvrer dans ce champ politique avec sa contribution, ce que je disais au début de mon intervention, à la libération d'Algérie, c'est-à-dire à la révolution d'Algérie. Il ne faut pas l'oublier, il est aussi partie prenante à sa manière de lutte pour l'indépendance. Bon, si vous voulez, je vais conclure avec ça et je te donne la parole. Voilà ce que disait par exemple Ibn Badis: la nation algérienne n'est pas la France, ne peut pas être la France et ne veut pas être la France. C'était dans le journal Taou El-Shihab, daté d'avril 1936. En réponse à qui? Ben, c'était en réponse à Ferhat Abbas, avec le fameux discours que Ferhat Abbas avait dit et dans lequel il s'exprimait en disant « La France, c'est moi ». Et c'est pour ça qu'il lui a répondu, je réitère, la notion algérienne n'est pas la France, ne peut pas être la France et ne veut pas être la France. Et je vais encore citer une autre phrase qu'il avait dit qui est très importante: le peuple musulman, imprégné de principes démocratiques islamiques, ne peut suivre une doctrine qui ne préconise l'évolution humaine que par l'hégémonie d'une race sur les autres. Les principes islamiques sont basés sur l'égalité de tous les êtres humains. Ça, c'est une déclaration qu'il avait faite le 3 avril 1937 au journal La Lutte sociale. La Lutte sociale, c'était un organe du Parti communiste algérien. Et enfin, une dernière phrase que je vais vous citer, c'est: l'indépendance est un droit naturel pour chaque peuple de la terre. Plusieurs notions qui nous ont été inférieures du point de vue de la puissance, de la science, de la force potentielle et de la civilisation ont recouvré leur indépendance. Nous ne sommes pas des devins et nous ne prêtons pas à l'image de ceux qui déclarent que l'Algérie, demeurant éternellement ce qu'elle est, partagée avec Dieu la connaissance de l'avenir, de même que l'Algérie a chargé à travers l'histoire, de même il est possible qu'elle continue à se transformer et à se libérer. Ça, c'était dans El Shihab de juin 1936. Voilà ce que je voulais dire, Nordine, et je m'excuse si j'étais un petit peu long, mais je t'en prie, je te passe la parole. C'est une très bonne analyse et c'est l'histoire à la couleur. Sauf que les gens qui l'ont connu, c'était un bonhomme d'une tolérance extraordinaire. Tout à l'heure, tu as dit que la première école pour l'enseignement de l'arabe qui a été ouverte pour les filles, c'est lui. Parce qu'avant, il y avait le colonisateur, il faisait courir le bruit, puis comme quoi, il ne faut pas prendre le français parce que c'est la langue, le kafir, le latte, et ainsi de suite. Et lui, à chaque fois, quand il se déplaçait dans toute l'Algérie, le slogan qu'il tenait, l'éducation, éduquez vos enfants, donnez-leur de l'instruction. Donnez-leur de l'instruction. Et c'était son leitmotiv de partout. Et il a combattu tout à l'heure, on parlait le colonisateur, tellement il méprisait ce peuple. Qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, dans les propriétaires terriens de l'époque? Il faisait construire des mausolées
et il reprenait c'était des ignorants. Il est ramené là-bas en disant faites attention, dans le mausolée là-bas, il y a un marabout, si vous ne travaillez pas, vous allez machin, et ainsi de suite. Et lui, il a combattu tous ces, il les a combattus. Et c'est pour ça, quand on part en Algérie, à l'ouest, il y a beaucoup plus de mausolées qu'à l'est algérien. Il a tout fait pour essayer de faire comprendre aux gens. Maintenant, pour la fameuse phrase que tu as donnée, comme quoi que ce peuple musulman algérien n'est pas la France, il ne peut pas être la France. Il ne veut pas l'être. Et même s'il le voulait, il ne pourra pas. Parce que c'est un peuple très éloigné de la France par sa langue, ses mœurs, son origine et sa religion. Il ne veut pas s'assimiler. Mais ce pays algérien musulman est un ami sincère de la France. Ça, c'est pour couper tout court aux gens qui disaient, comme Cheikh Mbadi, s'il voulait l'assimilation. Et il a répondu, Farhat Abbas, qui disait, moi, je ne mourrai pas pour cette patrie. C'est quoi la patrie algérienne? Et il lui a répondu, nous aussi, nous avons cherché dans l'histoire et dans le présent. Nous avons constaté que la nation algérienne musulmane s'est formée et existe. Se sont formées les nations de la terre encore existantes. Cette nation a son histoire illustre des plus hauts faits. Elle a son unité religieuse et linguistique. Elle a sa culture, ses traditions, ses caractéristiques, bonnes ou mauvaises, comme c'est le cas de toute nation sur terre. Nous disons ensuite que cette nation algérienne musulmane n'est pas plus la France, elle ne peut pas être la France et ne veut pas être la France. Il est impossible qu'elle soit la France, même si elle le veut. L'assimilation, elle a un territoire bien déterminé qui est l'Algérie avec ses limites actuelles. Et ça, je conseille, ça c'est le... Et un jour, Inch'Allah, on fera une émission spéciale pour Mahfoud Qaddash, parce qu'il a, c'est sur le plan historique, c'est Mohamed. Je pense que c'est... Et lui, il y a peu de gens qui ont fait ce qu'il a fait, c'est Mahfoud Qaddash. Et même, bon, après la mort de Cheikh Mbadis, il y avait Cheikh Bachir Brahim, c'est lui qui avait pris la relève. Et les gens qui connaissaient Cheikh Mbadis, ils disaient comme quoi, 2-3 jours, parce qu'il commençait à être dangereux pour la France. Et ils disent comme quoi ils devaient venir le chercher pour l'emprisonner. Pour qu'il ne soit pas aux mains de ses colonisateurs. Il a été malade et 2-3 jours après, il est décédé. C'est vrai qu'il a laissé un passé, il utilisait le journal en tant que journaliste parce qu'il y avait quand même une certaine liberté d'expression, on ne pouvait pas lui interdire. Mais par contre, on lui interdisait le colonisateur de l'époque disait que la langue arabe, c'est une langue qui est étrangère à la France. Et c'est pour ça que Cheikh Mbadis, il a fait un travail titanesque. Maintenant, pour la révolution algérienne. En 1900, la veille du déclenchement du 1er novembre 1954, il y avait Cheikh Bachir Brahimi qui était en Égypte, il y avait Boudiaf qui était en Égypte, il y avait Khedr qui était en Égypte, et ils se sont mis d'accord pour essayer de s'unir pour le déclenchement du 1er novembre. Il y a eu des réticences. Maintenant, Cheikh Bachir Brahimi, ils ont saisi cette occasion. On dit, vous voyez, les ulama, de quoi ils sont menés. Mais ça a fait du bruit, ça a fait le... Il y avait Cheikh, je ne voudrais pas citer le nom, lorsqu'on lui a posé la question avant 55, il disait comme quoi c'est pas des moudjahidines de l'époque, hein, que c'est pas ces gens-là qui vont essayer de faire la guerre à la France, c'est pas ces gens-là qui ont les moyens, les possibilités. Il emploie quand même un terme un peu loin, il dit les gueux, les pouilleux, c'est pas eux qui vont faire la... Et le 20 août 55, il a été condamné à mort, hein. Il a été obligé de fuir en Égypte. Et après, au mois de janvier 1956, il y avait Tawfiq al-Madani, qui était secrétaire général de l'association des Oulémas, qui a une grande lettre qui est sur l'Internet, on peut la trouver facilement, même sur le livre des archives de Mohamed Harbi. Il dit la lettre, c'est vrai que les Oulémas, ils ont rejoint le FLN au mois de janvier 1956. Mais quand ils ont rejoint le FLN, ça a été ils se sont mis à fond et c'est ça qui a fait la grandeur des Algériens de l'époque. Voilà, même Farhat Abbas aussi, après, il a été obligé de rejoindre. Et tous les gens qui étaient un peu réticents, ils étaient obligés de tous rejoindre le Front de Libération Nationale. Les gens qui n'ont pas rejoint le Front de Libération Nationale, c'est un missaliste, comme Drna. Il était en Égypte, il a été emprisonné par les Égyptiens jusqu'à la 62.
Voilà, je te laisse, Mohamed, si tu veux continuer sur cette. Ben oui, c'est-à-dire que là, on parle un petit peu de l'élément historique dans le rôle du combat contre le colonialisme. Là, tu as l'association des Ilémas. L'association des Ilémas, c'est historique. Elle a été créée, il ne faut pas oublier, bon, les Français sont arrivés en 1830. L'association des Ilémas, elle a été créée un siècle après, pratiquement en 1930. Donc là, on parle euh, je veux dire que le centenaire de l'Algérie française a donné naissance à un mouvement de l'association des oulémas qui va mettre les premières graines, non pas de la lutte contre l'occupant, puisque la lutte pour moi contre l'occupant, elle a commencé dès le premier jour des soldats français ont mis le pied en Algérie en 1830, mais disons que l'association des oulémas va donner une structure à ce combat, autre que par les armes au départ, et puis comme tu l'as dit à juste titre, après, bon, évidemment, il va y avoir la révolution, mais au départ, c'était quoi? Sur quoi vont s'appuyer les éléments sur lesquels vont s'appuyer les ulémas? Ben c'est la promotion de la langue arabe et de l'islam, parce que, bon, les colonisateurs sont français et chrétiens, il ne faut pas, hein, il faut pas se le cacher, je veux dire, ça c'est un élément important. Donc, la promotion de la langue arabe et de l'islam, et ça, c'était la principale mission que se sont donnés ces hommes-là. Bien sûr, ils vont être rejoints, ils vont essayer de faire des écoles libres de l'association des musulmans, des ulémas, on en parlait, hein, la première école arabophone, c'était Ben Badis, mais l'association, lorsqu'elle va naître, elle va commencer, elle aussi, à développer un réseau d'écoles privées, les madrasas, dans les mosquées ou dans les locaux mis à leur disposition par des mécènes ou financés par les dons des fidèles qui vont contribuer à reprendre l'alphabétisation en arabe qui avait été complètement détruite durant 100 ans de colonisation. On a bien dit, tu l'as dit, moi aussi je l'ai dit, c'est que les premières attaques pour soldats français pour détruire tout esprit révolutionnaire et de rébellion des Algériens, ben, c'était de s'attaquer dans les madrasas parce que là, c'était là où il y avait ce centre d'éducation qui va donner évidemment naissance à des rebelles, à des moujahidines pour la liberté. Donc, il y a ces écoles qui sont créées. Non seulement ces écoles elles ne se limitent pas à l'apprentissage des versets coraniques, mais aussi au développement de la vie associative, c'est-à-dire de la vie associative des Algériens dans leur religion et dans leur manière d'être, contrairement à ce colonisateur qui est là, qui veut imposer, nous les ancêtres, les Gaulois, etc. Donc, il y a un développement de l'association après la mort. Et puis, bien évidemment, après la mort d'Ibn Badis, il y a la Deuxième Guerre mondiale qui arrive et il va y avoir la présidence de ce mouvement à l'association des ulémas d'Algérie par le Cheikh Ibrahimi. Lui, il va donner une structuration renforcée de ce système d'enseignement au point de constituer une véritable, comme un petit ministère de l'enseignement islamique en Algérie. Et là, par la diffusion d'une conception de l'identité algérienne, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, la plus grande bataille, c'était de dire aux Algériens, ne vous identifiez pas aux colons, comme faisait Ferhat Abbès, pour ne pas le citer, mais gardez votre identité algérienne. Donc l'identité algérienne, il y a la composante, bien sûr, de la langue arabe et de la religion musulmane. Et c'est là où l'association des ulémas, elle joue un rôle très important dans la construction nationale de l'indépendance de l'Algérie et qui va continuer après l'indépendance de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que tout le travail de l'association des ulémas musulmans algériens, il y avait une bataille en faveur de la séparation de l'islam et de l'État colonial. Ça, c'était très important. Et c'est les ulémas qui augmentent et qui négocient pour garder cette identité et ne pas se conformer aux lois coloniales pour faire entendre leur voix, avec celle des réformistes, par exemple politiques, je le cite encore, de Ferhat Abbès. Non, il faut garder notre identité. On peut négocier, on peut essayer de réclamer nos droits. Ça ne veut pas dire qu'on doit se conformer au joug des lois coloniales, ce que faisait Habet Abbès jusqu'à ce qu'il rejoigne le mouvement du FLN en 1956. Mais enfin bon, on pourra peut-être faire une émission là-dessus
un peu plus tard. Mais en 1952, le président de l'association, Cheikh Brahimi, il va quitter l'Algérie pour le Caire, et tu l'as dit effectivement. Et là, qui était, bien sûr, le Caire, c'était la capitale du nationalisme arabe. On est en 1952. Et il va représenter l'association des oulémas musulmans d'Algérie auprès des leaders arabes et musulmans. Et ça va renforcer les liens avec les mouvements nationalistes et islamiques et favorise ainsi la venue d'étudiants venus de où? De l'Institut Ibn Badis qui avait été créé en 1947 à Constantine dans les établissements supérieurs du Moyen-Orient comme au Caire. Donc on voit que là, il y a des partisans du principalisme. Les oulémas s'adaptent au bouleversement politique en Algérie avec bien entendu le déclenchement par le Front de Libération Nationale, le FLN, et l'insurrection de l'armée au 1er novembre 1954. Ils poursuivent alors dans la guerre d'indépendance leur défense d'un islam fédérateur pour la cause nationale autour des valeurs morales et éthiques des Algériens. On revient à, encore une fois, la legacy de Ibn Badis qui voulait absolument que les Algériens s'attachent aux valeurs morales et éthiques, et c'est ça qui va les libérer effectivement au déclenchement de la révolution en 1954. Ça va revenir. Alors il y a une culture bien sûr qui est religieuse, qui est là, mais il y a aussi un investissement qui se fait à titre individuel dans les actions de soutien. Tous les ulémas n'étaient pas pour une action violente, mais ils avaient des actions de soutien à la lutte armée en transmettant, par exemple, des courriers, en délivrant de fausses attestations de résidence, parfois même en montant au maquis. Mais, encore une fois, les ulémas n'apportent toutefois pas, comment dirais-je, entre guillemets, un soutien ouvert au FLN. Tu peux me corriger au point de vue historique si tu veux, Nourdine. Mais dans un premier temps, il fallait préserver surtout l'association et ses écoles. Et la déclaration de l'Assemblée générale parue dans la presse en janvier 1956, elle officialisait leur soutien, en 1956, leur soutien à la lutte armée. Et bien sûr, c'est là où ça va, les autorités coloniales vont interdire les activités de l'association. Et l'arrestation de nombreux membres et la fermeture de 1956 à 1957 de la plupart, entre 1956 et 1957 de la plupart des écoles de l'association des oulémas musulmans algériens par les autorités coloniales. Voilà ce que je voulais insister un petit peu pour continuer dans la veine que tu disais au point de vue historique. Bon, maintenant, je peux parler un petit peu après l'indépendance, bien que ce ne soit pas le sujet aujourd'hui, mais après l'indépendance, l'association n'est pas autorisée à reprendre son action dans le cadre de l'État postcolonial avec le système du parti unique qui était celui du FLN. Il y a un réseau informel d'anciens membres qui s'engagent dans certaines orientations tout en entretenant la mémoire d'un combat commun pour la langue arabe et l'islam dans l'Algérie indépendante. La plupart des anciens membres de l'association des ulémas musulmans algériens vont poursuivre leurs activités en tant qu'enseignants de langue arabe en l'exerçant désormais sous le contrôle de l'État. Alors, ceux qui avaient eu des responsabilités au sein du FLN prennent part à la vie politique de l'Algérie indépendante et créent des réseaux au sein de l'Assemblée constituante et dans les ministères. Mais ça, c'est peut-être une histoire politique après l'indépendance. On pourra peut-être faire une émission là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est un peu ça, que les oulémas ont joué un rôle dans le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Il y en a beaucoup qui veulent... ils sont passionnés, ils veulent l'ignorer, mais moi je dis non, comme je viens essayer de l'illustrer maintenant. Ils ont eu un rôle très très important dans, dans cette, comment dirais-je, pas cette course, dans ce combat vers ce qui va être la révolution algérienne de 1954 à 62. Et il faut le reconnaître ça, contrairement à ce que beaucoup disent. Non, les oulémas n'ont pas été contre la révolution, ce n'est pas vrai, je m'inscrirai en faux contre cela. Ils ont participé et le premier des combattants, c'est Ibn Badis. Voilà ce que je voulais dire à Nordine. Encore une fois, il faut essayer d'être dépassionné. Et là, c'était peut-être je voulais donner un aperçu général de la situation qui prévalait en Algérie avant la naissance d'Ibn Badis, avant la naissance de ce mouvement de... Vraiment, il ne faut pas oublier que la colonisation, elle avait pour but de décimer au sens propre et même au sens figuré toute une nation et toute une nation de ses racines avec la langue arabe et la religion musulmane. Et ça, il
pas l'oublier. Ce qu'a dit Ben Badis, par exemple, que bon, l'arabe, que notre religion est la religion musulmane et qu'on ne voulait pas être français. Et ça, encore une fois, c'est les ulémas qui l'ont dit. Et il ne faut pas l'oublier. Le peuple algérien était pratiquement dépossédé de tous ses droits, les plus élémentaires, même en tant qu'être humain digne de ce nom. C'est ce que ont fait les colonisateurs. Ils ont été victimes des atrocités, c'était par des crimes barbares, moi ce que j'appelle, moi c'est des crimes contre l'humanité, qui ne sont pas encore reconnus aujourd'hui par la France, et que certains viennent me dire, moi oui, les bienfaits de la colonisation, on vous a débarrassé de l'obscurantisme des religieux, etc. Non, c'est pas vrai. Non. Les religions ont eu un rôle, ils ont éclairé, et Ben Badis, encore une fois je répète, disait que notre combat, c'est celui de garder nos propres valeurs. C'est ce que voulait détruire le colonisateur français. Le colonisateur français, il est venu dans ce pays, notre Algérie, comme une maladie. Cette maladie qui vient soudainement comme ça et qui essaie de vous apporter de la mort. Ben non, on s'est battu, on s'est guéri de ce cancer de la colonisation, de cette, comment dirais-je, cette gangrène qui essaie de monter au propre cœur des Algériens, à savoir, le propre cœur des Algériens, c'est avant tout, c'est sa religion, puis la langue de cette religion qui le véhicule, c'est-à-dire la langue arabe. Et tout ça en gardant la diversité culturelle. Tout ça en gardant la diversité culturelle, mais sous un même drapeau. C'est le drapeau algérien. Ce drapeau algérien, il a été toujours celui que Ben Badis, et là je prends bien sûr une métaphore, Ben Badis a toujours dit oui, nous sommes des Algériens, il faut le rester et il faut redevenir algérien parce que ces colonisateurs ont essayé de tout faire pour détruire cette monstruosité de vouloir nous déraciner de tous nos repères de l'islam, de vouloir creuser des fossés entre les Algériens. Ça a réussi à un certain moment. Là, ils sont venus, ils ont continué. Et ça, c'est les ulama. Donc, il ne faut pas nous laisser bercer par ces historiens qui disent que la France n'a rien fait pour multiplier ses manœuvres dans le sens de détruire un pays et son peuple. Non, elle l'a fait. Elle a toujours essayé de le faire jusqu'au dernier jour d'avant l'indépendance. Voilà, Nordine, je veux dire, Je j'espère que... voulais juste aller pour Cheikh Bachir Brahimi, Allah yarhamou. Et après l'indépendance de l'Algérie, il a été mis sur résidence surveillée et il me semble, je crois qu'il est mort même en résidence surveillée. Oui, il est mort en résidence. En résidence surveillée. Où il y avait Cheikh Abbas Ben Hussein qui était à l'époque de l'indépendance de l'Algérie. Il a été nommé ambassadeur en Égypte, en Arabie Saoudite. Cheikh Abbas Ben Hussein, c'est le père de Ghalib Ben Cheikh qui est à Paris. Et à chaque année, pendant les fêtes de l'Aïd, les ulama, ils allaient, Ben Bella qui était à l'époque président, lui présenter la fête de l'Aïd. Le Cheikh Bachir Brahimi, Cheikh Abbas Ben Hussein, cette année-là, n'a pas voulu y aller. Et lorsque Ben Bella il l'a trouvé comme ça, il dit pourquoi tu n'es pas venu me souhaiter la bonne fête de l'Aïd. Il a dit comment je te souhaite la bonne fête de l'Aïd et toi tu as emprisonné Cheikh Bachir Ibrahim en résidence surveillée. C'est une page de l'histoire qu'il faut en parler parce que c'est très important. Oui. Il a été au maître, il me semble qu'il est mort, il était en résidence surveillée. Et c'est l'autre problème, c'est Mohamed, c'est que nous avons une histoire qui est très riche, une histoire qui peut être d'actualité. Mais là, pourquoi le pouvoir actuel ne donne pas la possibilité d'en parler. Dernièrement, ils ont fait un film sur Cheikh Mbadis, rahimahullah. Mais nous avons des historiens, et juste pour que les gens qui nous écoutent, il y a une thèse qui a été faite par Cheikh Mbadis Ali Merad. Oui, Ali Merad, bien sûr. Oui. Ils sont mités. Et malheureusement, avec tout le savoir qu'il avait, il est mort à la région lyonnaise et il a été enterré dans la périphérie de Lyon. Ali Merad. Qui c'est qui parle d'Ali Merad? Il y a aussi une Française qui a fait une thèse sur les ulama, une thèse de 900 pages. De 900 pages. Mais
elle a fait un travail colossal avec des historiens, avec Benjamin Stora, il y a notre historien des maths, Allah yarhamou, de Constantine. Ils ont fait du boulot. Mais ils ne mettent pas ça à l'avant pour que les gens puissent s'exprimer, puissent avoir accès à tous ces livres. Mais Cheikh Bachir Brahimi, il a été mis en résidence surveillée par Ben Bella. C'est vrai que ça a touché tous les ulama, ça a touché tous les. Voilà, c'était juste pour compléter ce que tu disais sur le ulama. Voilà, ça, c'est une période quand même qu'il faut en parler. Oui, je crois qu'il faut avoir le courage de regarder l'histoire, non pas telle que certains veulent faire le miroir de leur propre idéologie, tout en gardant aussi à l'esprit que l'histoire étant ce qu'elle est, il faut rester factuel. C'est vrai que l'association des ulémas musulmans algériens et la construction de l'État algérien indépendant, il y a des fondations, il y a des héritages, il y a des appropriations, mais il y a aussi des antagonismes. Il ne faut pas les cacher. Euh, ces antagonismes, ils retracent l'histoire de l'association des ulémas musulmans algériens et sa fondation dans un contexte colonial, celui de 1931, à sa réactivation dans l'Algérie des années 90. Et par définition de l'identité arabe et musulmane de l'Algérie, quoi qu'on en dise, elle est là, l'identité. Il y a une identité arabe, l'Algérie, que beaucoup veulent ignorer. Non, elle existe au même titre que les autres. Mais elle est là, et bien sûr, l'identité musulmane de l'Algérie. Et ça, l'association des ulémas musulmans algériens a joué un rôle fondamental dans la construction de l'État algérien, même après l'indépendance, malgré la disparité de sa structure entre 1962 et 1991. Les activités éducatives et religieuses, son positionnement dans la guerre de l'indépendance, comme je viens de citer et comme tu as aussi illustré, l'insertion de ses membres dans l'Algérie postcoloniale, il y a un livre blanc à écrire. C'est pas clair. Il y a des antagonismes, il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais il faut faire l'étude des parcours des membres de ces dirigeants. Où est-ce qu'ils sont morts? Comme tu disais, certains sont morts malgré tout ce qu'ils ont fait. Ils sont morts en résidence surveillée. D'autres ont été à quartier, d'autres ont été obligés de s'exiler. Bon, je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est mal. Je suis là pour dire qu'il ne faut pas masquer la vérité historique. Moi, je ne vais pas entendre après bien que j'ai beaucoup de respect pour lui, un Benjamin Stora pour venir me parler de l'histoire de mon pays. Moi, je veux que ce soit les Algériens qui en parlent. C'est ça. Et ça, dans, comment dirais-je, que ce soit chez les ulémas ou bien des cadres du parti du FLN, il faut connaître et discuter de la construction de l'Algérie postcoloniale avec l'élément religieux qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas l'ignorer, même si certains disent qu'il faut l'ignorer. Non, on ne peut pas l'ignorer. Déjà, on parlait tout à l'heure de Messali Haj, on parlait de Ibn Badis, deux personnalités totalement différentes, venant de milieux totalement différents, un milieu nantais bourgeois avec un père qui était représentant de l'autorité pratiquement coloniale, qui parle d'Ibn Badis, et puis un autre qui est Messeli Haj, venant d'un milieu des plus démunis, qui va aller faire la guerre en Première Guerre mondiale en France entre 1914 et 1918, qui va revenir dans son pays, qui va être un communiste, puisque bon, va être adhérent du Parti communiste, il va partager une partie de sa vie en cellule avec Ho Chi Minh, qui va lui donner déjà la graine de la révolution, et que l'on peut coûter, comment dirais-je, se battre contre les colons et ces forces coloniales. Et puis, ils vont quand même s'associer. Bon, Ben Badis en créant l'étoile nord-africaine. Et l'étoile nord-africaine, je ne vais pas dire que c'est le premier mouvement nationaliste, parce que, bon, pour moi, l'émir Abdelkader était déjà un nationaliste, ou bien, et qui va donner une forme politique à ce mouvement. Et vous avez Ibn Badis, qui lui est un religieux, puis qui vont s'associer. Vous avez les partis communistes qui s'associent avec les ulémas. Ça, on doit le reconnaître aujourd'hui, c'est ce qui a fait
donné naissance à la révolution algérienne. La plupart des cadres du FLN, tous avant 1954, étaient dans les rangs de Messalit Hadj. Il a été leur maître à penser. Comme ceux qui sont venus après Ibn Badis, dans le domaine religieux, aussi avec le Chérif Ibrahimi, avec les écoles qui ont intégré à la mort de Chérif Ibrahimi, aussi. Et ils se sont quand même associés pour aller vers un but commun qui était celui de se libérer du colon à leur manière. Un, c'est par le kelem, c'est-à-dire par la plume et par l'éducation, puis l'autre, c'était par le mouvement armé, parce que bon, mais j'aimerais bien, et ça, ça me faire des ennemis, que l'on écrit le livre blanc de la révolution algérienne et qu'on nous cesse de dire qu'il n'y avait pas un élément religieux qui a fait que l'Algérie, la guerre d'Algérie a été indépendante grâce aussi à ce mouvement religieux. Et ça, je pense qu'il faut rendre grâce à ces gens qui sont morts, non pas en disant moi je suis X, Y ou Z, mais qui disaient tout simplement je veux une Algérie libre, je veux une Algérie indépendante et je veux aussi une Algérie qui respecte le concept de ma religiosité, qui est la religion musulmane. C'est ce qui me diffère du colon, qui est un chrétien et un chrétien et qui ne parle pas ma langue, c'est-à-dire qui ne parle pas l'arabe, il parlait le. Je ne sais pas si je suis clair, Nordine, quitte à m'assurer les foudres de certains, mais je pense que c'est une vérité qui est à dire. Il ne faut pas avoir peur de soulever un petit peu, comment dirais-je, on va utiliser un mot qui est fort, cette hypocrisie à vouloir ignorer à tout prix l'élément religieux de l'Algérie. Ce n'est pas vrai. Il est là, il sera toujours là, quel que soit ce que disent ces faux bien-pensants. Ce n'est pas vrai. Il est là maintenant. C'est vrai que sur le plan historique, moi, un bonhomme comme Dahoul Hussein, voilà, par exemple, qui était numéro 2 de l'adjoint à Messalit Hadj. Et ces gens-là, ils sont dans l'oubli total. On n'en parle même pas. Qui était le bras droit de Messalit qui a été emprisonné en Égypte lorsqu'il y a eu la déclaration du 1er novembre. Les Égyptiens ils l'ont mis en prison. Donc, il faut en parler pour que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Pas pour le Tout à l'heure, c'est Mohamed, vous parlez de Cheikh Mbadis, le fameux Nachid, Sha'b al-Jazair, Muslim ou l'Arabe Intasib. Il parle comme quoi c'est un peuple berbère, c'est un peuple qui a plusieurs origines, mais il est beaucoup plus proche de l'arabité. C'est tout, il en parle. Il ne dit pas que le Jazair, c'est un pays arabe, pays machin et tout ça. Il n'a jamais dit ça, on lui fait dire ça. De la langue arabe. C'est un peuple qui est beaucoup plus proche. Voilà. Ou même la révolution algérienne. Fils Billah, le djihad, c'est ça. C'est des slogans religieux, des slogans miniers. Et on oublie parce que là, il y a des gens à l'époque, ils ont voulu un peu, je ne sais même pas pourquoi, salir la mémoire de ces gens-là. C'est ça ce qui est malheureux. Voilà. Mais l'histoire, on peut tout cacher, mais l'histoire rejaillit toujours de ça, c'est plus que sur ça. C'est-à-dire, bon. Mais Salih Hadj, il a passé toute sa vie presque dans les prisons. Ah, bah oui, il a même été exilé au Cambodge. Bien sûr, oui, c'est vrai. Ben Bella, lorsqu'il a été remis en Algérie, mais Salih Hadj, à ce que je sache, il est mort en exil. Il a été, le jour où Ben Bella il était emprisonné, dès qu'il est sorti de prison, c'est Chadli qui l'a fait à la qu'il a retrouvé sa liberté. À sa sortie de prison, la première opération qu'il a mis, où il a appliqué, c'est d'aller se recueillir sur la tombe de Messalit Hadj, Allah yarhamou. Il parlait à Messalit Hadj, il dit toi tu étais dans le vrai, et peut-être que nous on était dans le faux, il était derrière le cercueil lorsqu'il a été juste Messalit Hadj. Il a transité par Marseille. Et par Marseille, il n'avait même pas de passeport, c'est Mohamed. Il n'avait pas de passeport, il fallait lui faire un passeport d'urgence. Et quand il a pris l'avion pour entrer sur Oran, le cercueil est arrivé dans la matinée, ils étaient obligés de le laisser jusque dans la soirée. Et après, il y avait un mouvement de foule qui allait tout casser, tout machin. Et mais quand même,
le monde qu'il y avait pour ça, pour l'accompagner à sa dernière demeure, c'était quelque chose d'incroyable. Le commissaire, il disait, moi j'avais des ordres, je ne pouvais pas laisser partir le cercueil dans la journée, de peur de l'Ouad. Mais Messali Haj, qu'on le veuille ou pas, c'est le père du nationalisme algérien. C'est le père du nationalisme algérien. Et juste une anecdote, c'est Mohamed. La barbe qu'il avait, وهذيك الطربوشه اللي عنده قال ما نحيش لا barbe هذه حتى تسقل الجزائر. Exactement, صح. حتى تسقل الجزائر. Il y a son cousin qui a écrit un très beau livre, un livre de 500 pages à peu près, qui était proche de lui et qui parlait de toute l'histoire de Messali Haj, Allah yarhamou. Donc c'est pour ça qu'il y a des erreurs qu'il faut réparer. Aujourd'hui, on entend certains groupuscules, je les appelle comme ça, qui disent même avec des insultes. C'est triste. C'est Mohamed. Là, bon, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Là, je regarde l'heure. Ce que je voulais dire, c'est là, tu termines avec ce que tu disais sur Messali Haj. Messali Haj, je réitère ce que j'ai dit. La plupart des cadres qui ont été formés, qui seront les futurs directeurs de FLN, sortent de l'école Messali Haj, que ce soit avec le MLT, enfin le PPA, etc. Ça fera l'objet. Donc, il faut reconnaître au moins cette figure nationale. On ne peut ne pas être d'accord avec ces thèses, absolument. Mais c'est quand même lui qui a passé plus de la moitié de sa vie en prison pour que l'Algérie devienne libre. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. Qu'il y ait eu, bien sûr, une guerre fracticide entre les messalistes et le FLN, ça fera l'objet peut-être d'une autre émission. Je ne suis pas là, moi, pour juger ça. Moi, je suis en train de parler de l'homme en tant que tel. Ah ouais. C'est quand même quelqu'un qui a donné toute sa vie pour son pays. Comme Ibn Badis. Ibn Badis, beaucoup maintenant, les Oulémas n'ont jamais participé. C'était des... C'est ça de ce qui est triste. Mais oui, mais justement, c'est à nous, dans notre petit moyen, de rétablir la vérité historique. Non pas que tu détiens la vérité historique, mais à des recoupements, il y a des factualités qu'on ne peut pas ignorer. Moi, l'Algérie, tu disais, l'Algérie berbère, oui, l'Algérie est berbère, ça. Mais l'Algérie est aussi arabe. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais l'Algérie est aussi phénicienne, l'Algérie est aussi romaine, l'Algérie est aussi carthaginoise, l'Algérie est aussi ottomane, l'Algérie est aussi partie française, 132 ans, tu ne peux pas les... Donc nous avons eu quelque chose comme 8 siècles de brassage. Mais maintenant, quel est le ciment de cette Algérie? Et c'est là où Ben Badis vient. Ben Badis, comme tu l'as dit, comme je répète, était lui-même berbère. C'est quoi ce ciment? C'est la langue arabe et la religion musulmane. Et ça, il ne faut pas venir me dire, moi aujourd'hui, l'Algérie est X, Y ou Z. Nous sommes les exclusifs de ceci ou cela. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes un pays où il y a un mélange extraordinaire. Extraordinaire. Depuis, je ne vais pas dire 3000 ans ou 4000 ans ou 5000 ans, je ne connais pas de date exacte, mais en tout cas, depuis des millénaires, ça a toujours été, qu'a été l'Algérie, un pays de passage. Je crois qu'on arrive à la fin, c'est Mohamed. Madame? Je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, quel est le livre que tu nous proposes aujourd'hui, Sinoudi? J'ai un livre, c'est le livre de l'histoire du nationalisme algérien. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ce livre, si je vous dis qui c'est qui me l'a offert, vous n'allez pas peut-être me croire. Partage avec nous, j'ai hâte de l'entendre. En 86, il était entre Lausanne et Genève. Et avec des amis, on est allé le voir. Il avait dans une bibliothèque, j'ai pris le livre là. Je ne dirais pas non. Et wallah, c'est lui qui me l'a offert. C'est pour ça que c'est un livre que je tiens beaucoup. C'est extraordinaire. C'est Mahmoud Khaddach. C'était dans la bibliothèque de Ahmed Ben Bella. Allah yarhamou. Voilà. Et le livre, pour que les gens connaissent un peu, c'est Ibn Badis, commentateur du Coran, c'est par Ali Marad. Ah, Ali Marad. C'est un livre qu'il faut lire, oui. Voilà. C'est un livre qu'il faut lire. C'est un livre qu'il faut absolument. Aujourd'hui, on a
J'espère que les gens puissent s'intéresser. Ils peuvent trouver. Les textes que j'ai lus aujourd'hui étaient inspirés de Ali Murad. Ouais, Ali Murad, c'est un bonhomme qui a fait une place sur Cheikh Mbadis Rahimahullah. C'est qu'il faut moi, ce que j'ai de la peine, j'aurais préféré que c'est des gens qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Combattre d'être enterrés en dehors des terres de leurs ancêtres, ça fait un peu de la peine. À la kulihal, à la moradillah, comme on dit chez nous. Donc, une fois, merci à Radio Ghorba, toujours pour l'équipe technique qui est là, qui est courageuse et qui nous assiste. Merci à nos éditeurs. Encore une fois, je réitère ce que j'ai dit au début. Parfois, je suis un peu dyslexique, vous m'excuserez, mais n'hésitez pas à nous écrire. Et j'attends toujours vos messages. J'en ai reçu quelques-uns. Messages pour que nos émissions, encore une fois, soient guidées parce que vous voulez que l'on débatte, que l'on dit, bon, on n'a pas besoin toujours d'être d'accord, mais en tout cas, la lumière jaillit de la discussion. Et je dirais même que parfois, il vaut mieux être ne pas d'accord sur le sujet à partir du moment où c'est argumenté et ça nous donne de l'information. Merci Nordine, encore une fois. Merci beaucoup, M. Mohamed, et un bonjour à tous nos amis qui se trouvent en Amérique. Merci. Et la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Au revoir. Merci.